Bien, alors reprenons, avant de commencer, avant de reprendre vraiment, est-ce que vous avez des questions ou des remarques sur ce qu'on a dit précédemment? Pas forcément des questions, mais des observations, des remarques, des suggestions personnelles. Non? Alors, nous allons donc commencer avec un simple rappel. Je pense que là, ça correspond à des choses que vous avez sans doute déjà vues précédemment. Un rappel des types de morphèmes en tant que constituants de l'unité lexicale. Je vois qu'il y a encore des étudiants qui prennent des photos, des diapositives, mais vous savez que vous avez le diaporama sur le site, hein? D'accord, c'est parti, c'est une sécurité, on ne sait jamais, vous avez raison. Vaut mieux être prudent. On a vu, d'abord ça, je n'insiste pas, c'était un des points de départ d'ailleurs et qui justifie cette séparation dans le plan que j'ai adopté entre les morphèmes lexicaux et les morphèmes grammaticaux, donc distinction entre les morphèmes lexicaux et morphèmes grammaticaux. Lexicaux, donc on voit que ça permet de fabriquer des catégories, il y a de la dénomination, et on verra qu'inversement, du côté des morphèmes grammaticaux, on n'a pas du tout de catégorie de dénomination, mais on a plutôt des opérations, des instructions, voilà, on parlera plutôt du coup de sens instructionnel plutôt que de sens descriptif ou catégoriel, etc. Ensuite, on a une distinction traditionnelle entre les morphèmes libres et les morphèmes liés. Donc les morphèmes libres, ce sont les morphèmes qui existent à l'état, qui existent indépendamment, qui peuvent se construire dans une phrase, dans un syntagme indépendamment, donc, par opposition aux morphèmes liés, qui ne peuvent exister séparément, qui ne peuvent exister seuls, et qui doivent forcément être associés à autre chose. À ce qu'on appellera une base. Bien. Par exemple, précaire est un morphème libre, mais dans précarité, vous avez deux morphèmes liés, précar, qui n'existe pas tout seul, on ne peut pas dire une précar, ma précar, etc., et ité non plus, n'existe pas seul. Donc, quand on a des morphèmes liés, on parle dans ce cas-là d'affixes. Les morphèmes liés sont les affixes. À l'intérieur des affixes, il y a une distinction entre les affixes flexionnels et les affixes dérivationnels. Les affixes flexionnels ne construisent pas franchement un mot nouveau, mais on peut plutôt les considérer comme une forme nouvelle d'un mot, d'une unité lexicale ou d'un lexème existant. Par exemple, je ne sais pas, les marques de pluriel, de genre, les conjugaisons du verbe vont être des cas typiques d'affixes flexionnels. Tandis que les affixes dérivationnels, en premier lieu les préfixes, les suffixes, par exemple, eux vont créer un lexème nouveau, créer une unité lexicale nouvelle, et par conséquent, donc, avoir un rôle, un impact sur les unités lexicales existantes complètement différent. L'opposition entre les morphèmes flexionnels et les morphèmes dérivationnels peut être aussi décrite en termes de type de catégorie d'unité, c'est-à-dire que les morphèmes flexionnels existent dans une langue en un nombre fini, clos. En général, les marques de genre et de nombre, on n'en invente pas de nouvelles, on les connaît. Idem pour les marques de pluriel, les marques de temps, de mode. Elles existent dans la langue, elles ne se renouvellent pas, c'est une liste close. Tandis que les morphèmes dérivationnels, on peut inventer de nouveaux préfixes ou de nouveaux suffixes dans l'histoire d'une langue. Et il y a également, dans le cas des affixes flexionnels, une sorte de régularité, de systématicité. Dire si on dit qu'à l'écrit, vous fabriquez le pluriel d'un mot en ajoutant un S. Bon, il y a quelques exceptions, mais ça marche quasiment tout le temps.
Si on dit que la troisième personne du singulier, du présent, des verbes en ER, on va dire la première personne du pluriel du présent des verbes en ER se fait en ONS. Hein, nous chantons. Bon, bah, ça marche avec n'importe quel verbe en ER. Hein, c'est-à-dire marcher, nous marchons, danser, nous dansons, etc. C'est complètement systématique. Hein. L'application de cette procédure est complètement systématique. En revanche, dès que vous avez affaire à des préfixes ou des suffixes, le caractère systématique est très très comment dire, il n'y a plus cette systématicité. Hein. En tout cas, elle n'est pas générale, elle est locale. Prenons par exemple le suffixe nominal en age, le suffixe age, qui permet de fabriquer des noms à partir de verbes. Hein. Exemple, à partir de sécher, vous pouvez fabriquer le substantif séchage. Hein. Sécher du linge, le séchage du linge. Bien. À partir de truquer, vous pouvez fabriquer trucage. Mais, à la différence de ce qu'on a vu pour, par exemple, la conjugaison du présent, vous ajoutez ONS pour la première personne du pluriel à tous les verbes en ER, ici, on est bien loin d'être capable de dire que tous les verbes en ER peuvent fabriquer des noms en age. Hein. Alors, par exemple, si vous prenez manger, est-ce que vous pouvez parler du mangeage, hein? Manger une soupe, le mangeage de cette soupe? Non, ça ne marche pas. Hein. Est-ce que, à partir de... ah oui, non, j'avais mis dormir, mais c'est pas un verbe en ER. Enfin bref, peu importe, là, la question n'est pas le fait d'avoir des verbes du premier groupe. À partir de dormir, est-ce que vous pouvez fabriquer dormage? Non. Est-ce qu'à partir de tricher, vous pouvez fabriquer trichage? Bon, on a envie de dire non, hein, parce que on a d'abord le substantif triche, la triche, qui est un nom dérivé. On a même la tricherie. Donc pourquoi on aurait besoin du trichage? Mais trichage, on le trouve. Hein. On le trouve dans certains romans de Céline, par exemple. On le trouve. Bon, donc c'est un mot dont on perçoit le sens. Hein. Dire que si vous jouez à un jeu avec quelqu'un et que, à titre de plaisanterie, la personne vous dit, enfin vous avez triché tout ça, et la personne vous dit, ah ben non, là il y a trichage. Bon, on comprend bien que quelqu'un peut dire ça pour s'exprimer d'une manière amusante, etc. Bon, mais on comprend malgré tout immédiatement de quoi il s'agit. Hein. Donc il y a des mots comme ça qui ne sont pas ratifiés dans la langue, mais qui sont construits avec une forme de construction assez régulière. Donc l'un des problèmes des linguistes, ici, et des gens qui travaillent sur le lexique, c'est de savoir, pourquoi certains mots, en certaines formations, sont acceptés dans la langue, pourquoi d'autres ne le sont pas? Est-ce qu'il y a des raisons? Ou est-ce que c'est le hasard? Voilà. Donc ça, c'est un problème qui intéresse les linguistes depuis un certain nombre d'années, et pour l'instant, on n'a pas de solution générale pour ce genre de problème. On a des solutions pour des types de mots très particuliers, mais ça reste un problème assez compliqué. Donc, simplement, pour ici, ce que je voulais vous signaler, c'est que dans le cas des affixes dérivationnels, il n'y a pas du tout cette systématicité d'application qu'on a pour les affixes flexionnels. Alors, si on s'intéresse maintenant au cas particulier des affixes dérivationnels. Alors, il y a cette distinction que vous connaissez bien entre les préfixes, les suffixes et les infixes. Alors, ici, j'ai indiqué B pour dire base. Hein. Si j'ai deux éléments dans une base, BB ici, ça veut simplement dire qu'une base de départ contient deux éléments. Le préfixe se met avant la base, le suffixe se place après la base, et l'infixe se met à l'intérieur de la base. Bon, les infixes en français,
ça, c'est très peu pertinent. On a besoin pratiquement uniquement des concepts de préfixes et de suffixes. Mais dans d'autres langues, c'est important. Bien. Alors, petite définition sur base radicale. Ce qu'on appelle base, c'est vraiment là où s'attache l'affixe, hein, l'élément sur lequel opère un affixe. Par exemple, si vous prenez nationalisation, et que vous considérez le suffixe ation, la base, ça va être nationalise. Hein. Ation se met sur la base nationalise. Et ce qu'on va appeler le radical, c'est une fois qu'on a enlevé tous les préfixes ou tous les suffixes, c'est le morphème lexical qui reste. Donc par exemple pour nationalisation, le radical, ça va être nation. D'accord ? Vous voyez la différence, c'est une différence purement terminologique, hein, entre la base qui est donc relative à l'affixe considéré. Hein. Un affixe considéré, on va dire qu'il est placé sur telle ou telle base, et puis le radical qui est vraiment l'unité lexicale ou le morphème lexical qui reste quand on a enlevé tout le reste. Et puis on utilise aussi parfois, mais en linguistique diachronique uniquement, la notion de racine qui, par exemple, donc dans respirer, on va pouvoir dire qu'il y a une racine spire qui vient du latin spirare. Bon. Mais là, le concept de racine, il renvoie à un état de langue plus ancien, d'accord, qui n'est pas l'état de langue actuel. Alors j'y reviendrai tout à l'heure. La perspective, enfin, il faut dans ces questions de morphologie lexicale, là, vraiment être très au clair sur la distinction entre le point de vue synchronique et le point de vue diachronique. J'y reviendrai tout à l'heure. Et alors, donc, parallèlement à ces affixes dérivationnels, préfixes, suffixes, infixes, on a les affixes flexionnels qui sont principalement, en tout cas pour le français, le genre, le nombre, et puis les marques de temps, aspect, mode. TAM, temps, aspect, mode. Alors, maintenant, si on s'intéresse au mode de formation des unités lexicales, hein, comment est-ce qu'on fabrique des unités lexicales ? Il y a plusieurs procédés de formation qui sont bien connus. On va les présenter sans trop entrer dans les détails complexes, simplement pour rappeler un peu la terminologie. Bon, il y a d'abord l'emprunt. Hein. L'emprunt, c'est simplement, on va chercher un mot dans une autre langue pour l'importer dans une langue donnée. Hein. Donc vous voyez, le genre de question que je pose là, c'est comment on fabrique une nouvelle unité lexicale et ensuite comment on la comprend. Quels sont, ici c'est plutôt comment on fabrique, hein, c'est-à-dire la formation des unités lexicales, et puis ensuite on se posera la question de, compte tenu de la façon des différentes façons dont on dispose pour fabriquer des unités lexicales, comment on les comprend. Bon. On est toujours, je reviens à la remarque que je faisais tout à l'heure sur la polysémie, disant, bon, on est toujours dans un problème d'économie cognitive. Il faut que la langue reste maniable, donc il faut éviter de multiplier les unités nouvelles. Bon. Dans le cas de l'emprunt, on peut avoir l'impression qu'on emprunte des unités nouvelles. Hein. C'est vrai que, théoriquement, si vous voulez, un emprunt, c'est un mot qui est pris dans une autre langue, donc qui par rapport à la langue, par exemple, prenons le français, c'est apporter un mot nouveau dans le français. Hein. Donc c'est un coût cognitif important. A priori. D'accord ? Un coût cognitif important. Parce que, on l'a dit tout à l'heure, il vaut mieux trouver d'autres solutions. Par exemple, la polysémie étant le sens d'un mot, ou d'autres solutions qu'on verra. Mais l'emprunt, c'est la solution, au fond, la plus coûteuse. Hein. C'est celle qui demande ensuite des ressources de mémorisation les plus grandes, puisqu'il faut un mot, en plus, un mot complètement nouveau. Voilà. Alors, la particularité avec les emprunts de type anglo-saxon, du type, là, j'ai mis shopping, mailing, mais bon, toutes sortes, hein, c'est que la question du coût cognitif se pose différemment dans une société, disons, mondialisée, où l'anglais joue un rôle de langue vernaculaire et que beaucoup de gens connaissent l'anglais. Donc, l'emprunt à l'anglais est finalement beaucoup moins coûteux
que l'emprunt à d'autres langues, pour le français, hein, je prends le cas du français, parce que c'est une langue qui est d'abord proche, avec, il y a une histoire de ces deux langues où il y a des moments de croisement entre le français et l'anglais qui sont importants, et puis nous vivons aujourd'hui, encore une fois, dans un monde où les échanges en langue anglaise sont très fréquents, et par conséquent, l'emprunt à l'anglais est un emprunt qui, en tant qu'emprunt, peut paraître coûteux, mais n'est pas si coûteux que ça, si on part du principe que les gens ne sont pas spontanément monolingues, mais sont plutôt plurilingues et avec l'anglais au départ. Donc il y a un statut un peu particulier des emprunts à l'anglais. On verra tout à l'heure que ce n'est pas le cas lorsqu'on a des emprunts dans d'autres langues. Bien, alors, on a un cas particulier dans l'emprunt qui est ce qu'on appelle le calque. Alors, on a parlé plusieurs fois de la souris, au sens de souris d'ordinateur. Bon, eh bien, le terme souris est arrivé en France comme un calque de mouse en anglais, c'est-à-dire qu'on a que cette polysémie de souris animale, souris outil informatique était déjà acquise en anglais et on a récupéré cette polysémie, on l'a introduite en français. Donc c'est un calque de l'anglais. De même, le terme gratte-ciel a été fabriqué comme un calque de skyscraper. Ensuite, on a la dérivation affixale, donc avec préfixation, suffixation, etc. Ça, c'est la chose la plus connue. Hein. Exemple, nationalisation, avec là plusieurs suffixations successives à partir du radical nation. La dérivation affixale, a priori, c'est une dérivation commode. Hein, enfin, commode, je veux dire, peu coûteuse cognitivement, puisqu'on part d'une base déjà connue et on ajoute éventuellement un suffixe qui lui aussi est connu pour fabriquer un mot nouveau. Donc là, c'est quelque chose qui relève de la combinatoire d'unités déjà connues. La dérivation non affixale. Alors, là, j'ai suivi donc le classement proposé par Podalides en intégrant le cas de la polysémie. Hein, vous voyez, il prend l'exemple de canard palmipède qui donne canard, sucre trempé dans le café. Alors, je ne sais pas si les étudiants étrangers connaissent cet emploi du mot canard. Quand on prend un sucre, qu'on le trempe dans le café et qu'on le mange le sucre, on appelle ça un canard, faire un canard. Bon. Pourquoi ? Parce que le geste de tremper le sucre dans le café rappelle le bec du canard qui se trempe dans l'eau. D'accord ? Donc on a bien une analogie ici entre les deux signifiés, et on est dans un cas de polysémie. Donc, bon, pourquoi pas le considérer comme un genre de dérivation non affixale. Mais traditionnellement, enfin dans la plupart des études de morphologie lexicale, on ne considère pas ça comme de la dérivation, on considère ça comme de la polysémie. Hein. Bref, mais on peut sans inconvénient, là c'est simplement des choix terminologiques, le considérer comme de la dérivation, et de la dérivation très économique, comme on l'a vu tout à l'heure, la polysémie, c'est économique cognitivement. Alors il y a des cas particuliers de dérivation non affixale, et, enfin pas des cas particuliers, le cas disons standard de dérivation non affixale, celui qu'on trouve dans tous les manuels, c'est le cas de la conversion. C'est-à-dire lorsque vous avez un mot d'une certaine catégorie grammaticale qu'on change de catégorie grammaticale pour créer une unité nouvelle. Donc l'adjectif portable existait bien avant qu'existent des ordinateurs portables ou des téléphones portables. Hein. Parler de un portable, d'ailleurs un portable pour vous c'est quoi ? C'est plutôt un ordinateur portable ou un téléphone portable ? Ou les deux ? Les deux ? Hein ? Plutôt téléphone portable ? Vous dites plutôt un portable qu'un mobile ? Un mobile ? Personne ne le dit. Hein. Ça c'est uniquement dans le vocabulaire commercial qu'on dit ça. Et est-ce qu'il y a des gens pour qui un portable, c'est plutôt un ordinateur portable ? Non, vous dites quoi ? Un ordinateur portable ? Un laptop, non ? Est-ce que des gens disent ça ? Qu'est-ce que vous dites pour dire un ordinateur portable ? Ordi, ouais. Sous-entendu, tout le monde... Enfin, il n'y a plus d'ordi fixe maintenant. On n'a pas besoin de préciser.
C'est ça que vous auriez envie de dire? On n'a pas besoin de préciser. Bon. Ok, bref. Alors admettons qu'un portable, ce soit plutôt un téléphone portable, d'accord? Pour refléter votre sentiment linguistique. Bien. Donc, vous voyez que le fait de transférer l'adjectif dans la catégorie du nom, il n'y a pas besoin de préfixe, de suffixe. Hein. Un portable, ça pourrait être n'importe quoi. Vous voyez, d'ailleurs, on pourrait appeler un portable un ordinateur portable. Il se trouve que c'est un téléphone portable. Bon, plus généralement. Mais donc, ça donne quand même une information avec une économie très grande. Hein. On a juste changé de catégorie grammaticale et on a gardé la propriété principale, le fait qu'on puisse le transporter. Alors, c'est économique, mais c'est pas complètement transparent, parce qu'un portable, encore une fois, ça peut être un peu ambigu. Mais les usages font que ça ne devient pas ambigu. Il y a un cas particulier de conversion, qui est le cas où on passe d'un nom commun à un nom propre. D'un nom propre à un nom commun, qui est le cas de l'antonomase. Par exemple, la mesure d'intensité électrique, hein, c'est-à-dire du courant de X ampères, vient du nom propre d'un savant, hein, ampère. Donc là, c'est un nom propre qui a donné un nom commun. Donc c'est aussi une façon de fabriquer des noms, de prendre le nom propre de l'inventeur. Hein. Vous connaissez les exemples, poubelle, etc. etc. Ensuite, vous avez le cas du figement ou de la composition. Hein. Donc traditionnellement, on opposait la dérivation et la composition. Le figement, lui, il met en jeu, en principe, non pas des morphèmes liés, mais des morphèmes libres. Hein. La dérivation, quand elle est affixale, elle met en jeu des morphèmes liés. Les préfixes et les suffixes sont des morphèmes liés. Tandis que donc la composition ou le figement mettent ensemble, fabriquent un mot nouveau avec des unités lexicales déjà existantes et qui sont libres. Bien. Alors par exemple, un sans-abri, il peut y avoir des traits d'union ou pas, ça ne change rien. Hein. Ça c'est le hasard de l'orthographe. Une chasse d'eau, bon. Bien. Dans tous ces cas, on a bien sûr quelque chose d'économique. On est dans une situation assez comparable à la dérivation affixale, au fond. Hein. On prend des unités déjà connues et on fabrique une unité nouvelle. Mais là aussi, on peut avoir toutes sortes de degrés dans la transparence de ces formations. Un sans-abri, bon, on comprend que c'est quelqu'un qui n'a pas d'abri, d'accord. Un grand-père, bon, personne ne se pose tellement la question de savoir s'il est grand, hein, mais il y a quand même le mot grand, donc le sens du mot grand-père n'est pas complètement le résultat de l'association du sens de l'adjectif grand et de l'adjectif père. Hein. Votre grand-père peut être tout petit, ça n'empêche pas d'être un grand-père. Bon, donc il y a quelque chose de pas complètement transparent dans cette affaire. On pourrait dire d'un peu trompeur. Hein. Mais en général, pour un mot comme celui-ci, on ne se pose pas la question parce que le mot est très courant, très. La chasse d'eau, bon, on ne se pose pas la question parce que là aussi, c'est un mot extrêmement courant. D'ailleurs, mais bon, est-ce que chacun sait exactement ce que ça veut dire? Et est-ce que bon, tout le monde dit tirer la chasse d'eau, et ça gêne absolument personne que la plupart du temps, aujourd'hui, pour tirer la chasse d'eau, il faut pousser quelque chose. Hein. Bon. Donc, il y a bien quelque chose, on voit bien que chasse d'eau, tirer la chasse d'eau, etc., ça renvoie à un mode de formation un peu ancien, avec un dispositif technique, hein, vous savez, avec la poignée attachée à une chaîne, etc. Bon, c'est resté dans l'usage. Et puis ça s'est un petit peu démotivé. Hein. Chasse d'eau,
on chasse pas l'eau, hein, c'est quelque chose qui chasse avec de l'eau, enfin qui chasse des détritus avec de l'eau. Bref, donc la question de la composition, parmi les questions qui se posent du point de vue du sens, hein, c'est la question de la transparence, et donc c'est ça qu'on verra sous la question à partir du concept d'iconicité. Alors il y a un cas particulier de composition qu'on appelle parfois la composition savante, qui est le figement de morphèmes lexicaux qui peuvent être liés et qui correspondent à des états de langue anciens. Vous voyez par exemple bibliothèque, ludothèque, bon, on voit bien que c'est fabriqué avec deux unités, biblio d'un côté et tech de l'autre. Alors tech, on ne peut pas vraiment le considérer comme un suffixe, hein, parce que c'est un mot lexical, mais c'est simplement un mot dérivé d'un mot grec, teke, qui veut dire armoire, rangement, etc. Bon. Donc, avec cette unité, tech, on a fabriqué ludothèque, à date plus récente. Je n'ai pas noté la date de fabrication de ce mot, mais le terme ludothèque a été fabriqué bien après celui de bibliothèque. Bon, là, on ne peut pas dire que tech est un morphème libre, ni biblio, ni ludo. Hein. Mais ce ne sont pas non plus des préfixes ou des suffixes, puisque on a l'impression que ce sont quand même des unités lexicales. Donc, simplement, elles correspondent à des états de langue plus anciens. Donc, c'est une situation un petit peu intermédiaire entre la dérivation et le figement, puisqu'on retient de la dérivation cette idée qu'on a quand même des unités lexicales qui sont mises ensemble, alors que dans les préfixes et les suffixes, il y a une dimension lexicale, mais il y a aussi quelque chose d'un peu grammatical. C'est là où la frontière entre le lexical et le grammatical est un peu mouvante. Mais on a donc quelque chose d'assez lexical, donc qui rappelle la composition, mais on a des morphèmes liés qui rappellent la dérivation. Donc on est dans une situation un petit peu intermédiaire. Et puis il y a le cas particulier de ce qu'on appelle parfois les mots valises, qui associent la composition et la troncation. La troncation, c'est-à-dire le fait de couper des mots. Donc il y a par exemple le terme alicament, qui est donc un aliment qui sert de médicament, en gros, hein, donc qui est un mot valise fabriqué par aliment qu'on a coupé, qu'on a tronqué en gardant uniquement le début, ali, et puis médicament, on a gardé que la fin, cament, et on a fabriqué alicament, donc par un système de composition et de troncation. Et puis, deux derniers modes de fabrication d'unités lexicales. Il y a la troncation, hein, couper un mot, par exemple dire le périph' au lieu de dire le périphérique, ou dire un appart, mon appart au lieu de mon appartement. Bon, bah, ce sont des modes de formation réguliers. Hein. On ne dit pas, je veux dire, c'est pas une création individuelle de dire un appart. Personne, par exemple, va dire tu viens dans ma voite pour dire ma voiture. Bon, par contre, tout le monde comprend un appart. Donc, vous voyez bien que la troncation, c'est pas quelque chose qu'on fait individuellement n'importe comment. Ce sont des procédés assez réguliers et qui sont plus ou moins, encore une fois, validés par une communauté linguistique. Un cas particulier de troncation, c'est l'acronymie, donc où on retient uniquement les premières syllabes d'un mot. Alors, l'oulipo, vous savez, c'est un courant littéraire qui est l'abréviation de ouvroir de littérature potentielle. Vous irez voir sur Internet ce que c'est exactement. C'est un courant littéraire assez amusant, bon, pas complètement fascinant, mais bon, qu'il faut connaître. Bon, là, il nous intéresse uniquement pour le mode de formation du mot. C'est ce qu'on appelle l'acronymie. Et ensuite, vous avez la siglaison. Hein, donc, fabriquer des sigles à partir des initiales. Un PDG, un CV, ce sont des noms, hein, ce sont des unités lexicales. Un PDG, c'est une unité lexicale qui est formée comment? À partir des initiales. Hein. Donc, c'est ce qu'on appelle la siglaison, on fabrique des sigles. Ça a l'air comme ça d'être
un truc complètement marginal, mais quand vous regardez des textes administratifs, ce sont les unités lexicales les plus fréquentes. Hein. Dans le vocabulaire administratif, le nombre de sigles est évidemment très très grand. Bien, alors, maintenant se pose le problème de l'identification des unités lexicales qu'on a construites, qui sont construites dans une langue. Hein. Comment on fait pour analyser un mot et pour ne pas se tromper de préférence et pour, disons, observer, identifier les morphèmes dont il est composé? Alors, il y a 3 conditions pour qu'on puisse parler d'une unité lexicale construite. Hein. Donc vous voyez qu'on oppose les unités lexicales construites et les unités lexicales non construites. Pour ceux d'entre vous qui vont passer peut-être le CAPES ou l'agrégation, c'est un type de question qu'on pose ça à l'oral. Hein. Étudier dans le texte les unités construites ou les mots construits. Alors, première condition, qu'on peut appeler la paradigmaticité, bon, le fait qu'il y ait un paradigme, chaque segment de l'unité lexicale qu'on isole, donc chaque morphème, hein, mais on ne sait pas encore si c'est un morphème, c'est pour ça que je le nomme segment, chaque segment doit exister dans d'autres unités lexicales avec la conservation du rapport signifiant-signifié, ou bien être une unité lexicale. Ensuite, il y a la compositionnalité, c'est-à-dire l'idée que le sens de l'unité lexicale doit résulter du sens des unités qui la composent, hein, des sous-unités qui la composent, des segments constituants. Et puis, pour être sûr qu'on est arrivé au bout de l'analyse, bien, il faut que les segments identifiés eux-mêmes ne puissent plus être décomposés. Alors, appliquons cela à détordre. Je reprends là un exemple que donne Apothéose dans le livre que je vous ai indiqué. Détordre. Alors, la paradigmaticité. Donc, dans détordre, j'ai envie de couper en disant il y a deux morphèmes, il y a dé et il y a tordre. Bien. Comment je vais justifier cela? Pour justifier que D soit un morphème, il faut que ce morphème existe et permette de former d'autres mots. Donc, détordre, je peux trouver quoi comme mots qui ont le même sens que D dans détordre? Déplier. Déconstruire. Alors, ouais, déplier. Donc on voit bien que détordre, l'idée, c'est que quelque chose était tordu et on a fait le processus inverse. Hein. Donc, déplier, quelque chose était plié et on a fait le processus inverse, on a déplié. Déconstruire, bon, sans entrer dans une analyse déridienne, on va dire que quelque chose était construit et on est allé. Bon, donc on a bien une conservation du sens de dé dans détordre dans d'autres mots. Bon, et tordre, bah, c'est une unité lexicale qui existe, un verbe. Voilà. Donc on a bien cette condition de paradigmaticité pour D. Ensuite, la compositionnalité. Le sens de l'unité lexicale résulte du sens des segments constituants, bah, bien sûr, on a vu que D est tordre. Si on dit que D inverse le processus de la base, si on dit que D inverse le processus signifié par le verbe de base, bah, détordre, ça fonctionne. On a bien une compositionnalité. Et puis minimalité, bah, D, je ne peux pas le couper, tordre non plus. Hein. Attention, on ne peut pas, même si on a tort, il tord, etc., je ne peux pas couper, par exemple, en disant il y a tort et ensuite il y a re, qui serait, par exemple, un préfixe, un suffixe, etc. Hein. Vous voyez bien que détordre, c'est la forme d'infinitif. J'aurais pu avoir détordons, il détord, etc. Là, j'ai une variation avec un affixe flexionnel, pas dérivationnel. Hein. Toutes les variations possibles de la finale du verbe tordre, c'est une variation de la conjugaison du verbe, une variation
de flexion, d'affixe flexionnel. Ça ne met pas en jeu un affixe dérivationnel. Donc je n'ai pas à couper plus. Hein. Donc on a bien, ça fonctionne bien. Alors, est-ce qu'on peut faire la même chose avec déterminé? Alors on a vu que D existe, hein, comme dans un paradigme, mais est-ce que ça va être compositionnel? Est-ce que déterminé, ça peut s'analyser comme détordre? Déterminé, ça ne peut pas être compris comme étant le contraire du processus de terminer. Hein, ça n'a aucun sens de dire ça. Hein, je ne sais pas donc quels emplois on pourrait avoir. Déterminé. Qu'est-ce qu'on peut bien déterminer? Je ne sais pas. Je ne sais pas, déterminer le sens de telle ou telle expression, un sens indéterminé, une valeur indéterminée, une valeur déterminée, bref. Donc on voit bien que il n'y a pas tellement de possibilité d'analyser le D sur le même modèle que détordre, parce qu'il n'y a pas du tout de compositionnalité et on ne peut pas du tout considérer que D, déterminé, peut être compris comme la préfixation en D du verbe terminer. D'accord? Ça ne marche pas du tout comme détordre. Donc, en synchronie, je précise bien, et c'est là que l'importance de la distinction du point de vue synchronique et du point de vue diachronique, en synchronie, déterminé ne s'analyse pas. Il y a un seul morphème, il y a un seul morphème, une unité lexicale qui est le verbe déterminer. En revanche, en diachronie, parce qu'on a quand même le sentiment, bien sûr, le verbe terminer existe. Donc on a envie de dire qu'il y a un rapport entre ces deux mots, entre déterminer d'un côté et terminer de l'autre. D'accord ? Mais en fait, dans la synchronie du français contemporain, ce rapport, il n'existe pas du point de vue du sens. Vous voyez, si vous prenez tous les sens du verbe terminer et les sens du verbe déterminer, le point de contact, on pourrait en trouver un, hein, mais il est microscopique. D'accord ? En revanche, en latin, determinare, le verbe indique l'idée de poser un terme, etc., la décomposition est justifiée en latin, hein, determinare. D'accord ? Donc, notre sentiment qu'il y a un caractère analysable de déterminé et qui vient de l'identification du signifiant terminé ici, correspond à une intuition qui renvoie à une réalité dans l'histoire de la langue. Si on a cette apparence-là d'un préfixe D, c'est parce que cette préfixation, cette dérivation, était pertinente en latin. Elle ne l'est plus aujourd'hui. D'accord ? Donc en latin, on peut analyser préfixe D et base terminare. Mais en français, on ne peut pas. Donc là, la perspective qu'on adopte ici, dans ce cours, c'est une perspective purement synchronique. Hein. On se pose un peu la question de savoir qu'est-ce qui se passe dans l'esprit des gens quand ils comprennent les mots, quand ils parlent, etc. Une perspective diachronique va adopter un point de vue différent, mais qui est tout à fait légitime aussi, hein, bien sûr, mais les deux points de vue doivent être clairement séparés. Autre remarque, il y a, et ça c'est un point que je ne vais pas du tout commenter parce que je n'ai pas le temps, et puis là ça entre dans une problématique qui est clairement morphologique et qui nous éloignerait beaucoup trop du point de vue sémantique qui est celui de ce cours. Dans les processus de dérivation, il y a très souvent des problèmes morphologiques, des variations morphologiques qui apparaissent. Vous voyez par exemple le préfixe négatif, hein, qu'on a dans illégal, négation de légal, impossible, négation de possible, irréel, négation de réel. C'est un préfixe 1, IN, si vous voulez, qui a la forme parfois IL, IM, IR, en fonction de la consonne initiale de la base. Mais c'est le même préfixe qui a des variations morphologiques. Hein. Donc c'est une autre voie d'analyse, qui est l'analyse morphologique, de voir comment ces formes se
varie en fonction des bases. Hein. Il y a toutes sortes de problèmes morphologiques qui sont d'ailleurs abordés aussi dans l'ouvrage que j'ai mentionné d'Apothéléos, mais dont on ne parlera pas du tout en cours parce que là, on est dans une perspective sémantique. Alors, maintenant, quelques exemples pour terminer. J'ai relevé les mots nouveaux 2016 du Petit Robert illustré. Alors, on va voir si vous les comprenez et quel est leur sens. Alors, il y a d'abord agroécologie. Qu'est-ce que vous diriez pour ça, le sens de ce mot, en gros? Oui? Vous? Oui? Agroécologie. Pardon? L'écologie basée sur l'agriculture? L'écologie de l'agriculture, de tout ce qui se réfère à l'agriculture. Oui, l'écologie de ce qui se réfère à l'agriculture. Est-ce que quelqu'un aurait une définition peut-être un peu plus... L'idée est là, hein, c'est à peu près ça, mais je trouve qu'il vaudrait mieux peut-être mettre la chose dans l'autre sens. Est-ce que les gens qui font de l'agroécologie dans la façon de définir que vous avez utilisée, on a l'impression que ce sont des gens qui font de l'écologie? Et oui? Oui, d'accord. Donc, ensemble des méthodes de production agricole respectueuses de l'environnement. D'accord? Donc c'est plutôt de la production agricole. Là, on a une formation à partir de agro et écologie. Alors, agro, vous voyez que c'est un peu le genre de formation de bibliothèque, etc. Sauf que on a un élément donc qui s'attache ici, enfin dont la base est une unité lexicale libre. Bon, mais c'est assez transparent. On comprend bien de quoi il s'agit. Big data. Alors, là, on a affaire à un emprunt. Hein. Ce sont des mots anglais, donc données massives, anglicisme, hein, donc il est bien précisé que quand on dit anglicisme, ça veut dire que c'est un emprunt. Ensemble des données générées par les nouvelles technologies, caractérisées par leur volume colossal. Et vous voyez que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une recommandation officielle, c'est-à-dire qu'il y a une commission de terminologie qui essaie de faire en sorte de limiter les emprunts quand c'est possible, et on propose mégadonnées hein, pour remplacer big data. Big data, si on ne vous avait pas expliqué un jour ce que ça veut dire, vous ne pouvez pas comprendre, même si vous comprenez en anglais le sens de big et le sens de data, hein, je pense. Tandis que mégadonnées, bon, mégadonnées, c'est pas plus transparent à mon avis. Je ne sais pas si ça aura du succès, hein, on verra. Mais vous voyez que c'est un mode de formation qui correspond beaucoup plus à partir d'un élément grec qui est en plus utilisé déjà dans le vocabulaire informatique avec mégaoctets, etc. C'est un mode de formation, pourquoi pas, qui est intéressant. Après, toute la question, c'est qu'il soit ratifié par la communauté linguistique. Le butternut, ça, on sait ou on ne sait pas. Hein. C'est donc là aussi un emprunt, hein, c'est un mot anglais. C'est une variété de courge en forme de poire. Pareil, j'avais jamais entendu ça, mais bon, j'ai découvert là que ça pouvait s'appeler aussi un doubeur, mais je connaissais pas. Bref, climato-sceptique. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, climato-sceptique, à votre avis? Qui ne croit pas au réchauffement climatique. D'accord? Hein? Vous avez raison. On pourrait, hors contexte, dire que c'est quelqu'un qui ne croit pas aux prévisions météo, par exemple. Mais vous avez raison, la formation est assez transparente ici. Hein, on a climat et sceptique, donc on a un mot composé, donc un phénomène de figement, avec un petit phénomène morphologique, là, un O qui apparaît. Donc, c'est une personne qui met en route les théories, qui met en doute, pardon, les théories sur le réchauffement climatique. Le déclinisme, enfin. Donc, déclinisme, on voit bien le mode de formation. Là, c'est une suffixation à partir du substantif déclin. Donc, c'est un substantif qui a permis de fabriquer un autre substantif. Et c'est la théorie selon laquelle un pays serait en déclin. Alors bon, un pays, on pourrait élargir cette définition. Hein. Là, c'est très transparent également.
Éco-conduite. Alors, moi, c'est aussi ce que je pensais, mais au fond, éco-conduite, dans la définition, vous voyez que éco renvoie plutôt à économique. Mais c'est un peu ambigu, hein, puisqu'on voit que la définition proposée, ensemble de pratiques qui rendent la conduite d'un véhicule à la fois plus économique et plus respectueuse de l'environnement. Mais c'est vrai que éco-conduite, compte tenu du suffixe éco qu'on trouve éco, je ne sais pas, aujourd'hui on pense peut-être plus à écologie qu'à économie. Hein. C'est ambigu, mais c'est quand même assez transparent. Une grainothèque. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une grainothèque ? Ah. Non, c'est pas tout à fait ça. Quelqu'un a-t-il une idée pour la définition de grainothèque ? Une banque de graines, voilà. C'est un lieu destiné à la conservation et à l'échange de graines. Mais voyez, votre réponse, à partir du moment où on ne connaît pas le mot, on l'interprète, et ça aurait pu être ça, hein, je veux dire, ça aurait pu être l'endroit où on range les céréales, un lieu où on range les céréales dans les supermarchés. Donc, il faut se méfier du fait qu'une fois qu'on a compris le sens du mot, il nous paraît évident, mais cette évidence, elle est a posteriori souvent. Un gyropode. Qui sait ce que c'est, un gyropode ? Alors là, pas du tout transparent, manifestement. Qu'est-ce que vous reconnaissez dans gyropode ? L'élément gyro qui renvoie à quoi ? Tourner, ouais. Pod. Pod. Qu'est-ce que vous pouvez fabriquer avec pod comme mot ? Hein ? Arthropode ? Ouais. Antipode, oui. Mais là, ça ne nous aide pas. Podologue, c'est les pieds. Donc, il y a un truc qui tourne et il y a des pieds. Qu'est-ce que ça peut être ? Exactement. Alors, de gyro comme gyroscope, donc l'idée que ça tourne, hein, et pod, pied. Véhicule électrique monoplace constitué d'une plateforme sur 2 roues que le conducteur debout manœuvre à l'aide d'un manche. Alors vous en avez peut-être déjà vu, c'est ça. Voilà, le gyropode. Donc, vous voyez que là, la transparence, une fois qu'on connaît le mot, on comprend, mais la transparence, a priori, elle n'est pas évidente. Alors maintenant, un potelet. J'ai pris vraiment la liste des mots donnés pour la presse par le petit Robert illustré, qui étaient les mots nouveaux. Hein. J'ai pas fait de sélection, rien. Je les ai tous mis. Qu'est-ce que c'est qu'un potelet, à votre avis ? Un petit pot ? Est-ce qu'il y a d'autres hypothèses ? Alors, c'est pas un petit pot, c'est un petit poteau. Mais pas n'importe quel petit poteau. C'est ça un potelet. Vous voyez ? Ces barres verticales qu'on trouve dans les rues ou qui séparent les fils dans les cinémas, etc. C'est pas n'importe quel petit poteau. Donc vous voyez que là aussi, il y a une hésitation d'abord sur le découpage. Est-ce que c'est une suffixation de pot ou est-ce que c'est une suffixation de poteau ? Et à supposer qu'on ait compris que c'est un petit poteau, c'est pas n'importe quel petit poteau. Hein ? Enfin, il y en a d'autres, il y en a 2, 3 autres, la recyclerie, et là, le mot intéressant, umami, alors ça, c'est un emprunt au japonais, hein, c'est la saveur produite par le glutamate de sodium, etc. Et là, c'est un emprunt, vous voyez, contrairement aux emprunts anglo-saxons, là, à moins de connaître le japonais, on ne peut pas du tout deviner. Même chose pour yuzu, hein, mot japonais, agrume très parfumé, originaire de l'Est de l'Asie, etc. Vous voyez que quand on prend les mots nouveaux de cette année, d'un dictionnaire bien particulier, ça nous pose des problèmes aussi de transparence de la dénomination et de compréhension. Voilà, donc ce sera tout pour cette semaine. À la semaine prochaine. Merci.